Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Alors, je vous tenais à vous remercier particulièrement en ce début d'année pour votre soutien, pour les partages que vous effectuez à chaque fois. On a besoin de vous, vous le savez bien, nous sommes des médias indépendants, nous n'avons aucun budget, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'utiliser notre argumentation, nos idées sans avoir cette sensation d'être censuré. Alors, vous savez aussi que Reporter Citoyen, c'est de trouver des solutions concernant l'avenir. Et nous aimons donner la parole à des personnes qui ont déjà mis des actes en pratique. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir Mickaël Dumas. Alors, Mickaël Dumas, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, bah écoute, je suis ravie de te recevoir sur l'émission. Alors, j'ai fait ta connaissance en feuilletant un peu sur Facebook parce que je fais toujours mes petites recherches et je suis tombée sur des posts à toi et puis je me suis dit, bah tiens, c'est un monsieur qui a eu une vie un peu particulière. J'avais envie de te mettre à l'honneur aujourd'hui pour parler de ton parcours parce que bah, souvent les personnes ont l'impression qu'elles ne savent pas faire grand-chose, qu'elles sont un peu tributaires de ce qui se passe, elles sont plutôt victimes, alors qu'en fait, il y a cette opportunité de se remettre en question et de pouvoir reprendre sa vie en main. C'est ce que tu as fait. Tu as changé totalement ton parcours de vie. Alors, je vais te laisser te présenter et nous expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé dans ta vie qui t'a permis de changer complètement d'orientation. Oui, merci de me donner la parole, merci de m'inviter. Donc, je m'appelle Mickaël Dumas, donc je suis originaire de Champagne, donc j'ai 50 ans. Depuis 8 ans, je vis dans le sud de la France puisque j'ai déménagé pour suivre mes rêves. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, depuis tout petit, en fait, je suis très sensible au monde et surtout aux personnes et aux animaux qui nous entourent. Donc, j'avais déjà des soucis au niveau alimentaire puisque je mangeais pas certains morceaux de viande, certaines préparations, ainsi de suite. Donc, au départ, je ne savais pas qui j'étais, hein, comme tout enfant. J'étais en train de me construire, mais je sentais que j'avais un rapport très particulier avec les autres êtres de cette planète. Et en fait, j'ai grandi en me sentant très différent. Déjà à l'école, j'avais très peu d'amis. En fait, j'évoluais toujours avec un regard extérieur, comme si en fait j'avais déjà vécu ces moments, comme si l'école était pour moi un passage que je répétais en fait. Hein. Et, euh, et donc j'ai grandi comme ça, j'ai évolué et puis je me suis un petit peu détaché de cette conscience et j'ai joué le jeu de la vie en fait. Hein. Je me suis pris donc avec mon entourage à vivre une vie comme on dit classique. J'avais un travail qui me faisait gagner pas mal d'argent, marié, des enfants. Je gagnais très bien ma vie, je vivais correctement jusqu'à en 2008 où j'ai eu un très grave accident de voiture dans lequel j'en suis sorti indemne. Au départ, je pensais par miracle, mais je pense qu'il n'y a pas de miracle. Hein. Donc, cet accident m'a fait me remettre en question sur ma vie en fait. Et dans la foulée, je perds mon grand-père de qui j'étais très proche. Donc j'avais l'impression qu'en 2 mois de temps, ma vie venait de s'arrêter. Et en fait, c'était les premiers signes que quelque chose d'autre allait démarrer en fait. Donc j'ai suivi une période de dépression dans laquelle je me suis vraiment senti en décalage avec la personne avec qui je vivais, qui elle continuait dans son rythme effréné de consommation et de toujours plus. Et moi j'ai commencé à prendre du recul avec tout ça et forcément ça a fini par lâcher. Hein. J'ai fini par partir et je me suis beaucoup interrogé sur la suite de ma vie. Et puis, lorsqu'on a vendu la maison, j'ai récupéré une somme d'argent, j'ai failli réinvestir dans une maison. Et il y a eu des petits signes en fait qui m'ont dit que je ne devais pas acheter cette maison. En tout cas, j'ai pas senti la vibration positive. Et en fait, j'ai dit à l'agent immobilier, on va pas acheter de maison. Je vais me concentrer sur moi. Donc ça l'a surpris en fait ce cheminement. Et j'ai cherché quelque chose qui pouvait m'animer en fait, me réanimer en tout cas. Et donc à la base, à cette époque, je plongeais beaucoup, je faisais beaucoup de plongées sous-marines. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais approché de dauphins. Et je sais que c'est des animaux très spirituels qu'on rencontre qu'à de très rares occasions. Et du coup, je me suis pas dégonflé. J'ai cherché sur Internet qui était spécialisé dauphins en France. Je l'ai trouvé. J'ai eu son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Il m'a trouvé gonflé dans ma façon de l'interpeller. Je lui ai expliqué ma situation. Il m'a dit, écoute, je fais des stages en Égypte sur une semaine. Si tu veux, tu bookes un voyage et tu viens. Et quelques semaines après, on va dire ma nouvelle vie, puisque pour moi, ma vie a découpé en plusieurs étapes, mais en tout cas,
le vrai moi est apparu et j'ai commencé à rencontrer des animaux, puisqu'après je suis parti au Mexique pour nager avec les baleines, les requins-baleines, parti plusieurs fois aux Canaries, en Turquie, au Portugal, enfin j'ai fait pas mal de pays. Et en fait, ces rencontres animales m'ont amené à faire des rencontres humaines, puisque j'ai rencontré des gens qui avaient changé de vie pour X raisons. Et je me suis rendu compte que ce modèle sociétal dans lequel on nous baigne depuis petit et dans lequel on veut toujours se raccrocher et auquel je courais, puisqu'à la base, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je rachète une maison, refonder une famille, revivre entre guillemets normalement. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens s'en étaient détachés de façon volontaire ou subie, et que finalement, ils y trouvaient un bien-être qui, pour moi, à la base, paraissait totalement fou parce qu'ils ne possédaient plus rien. Et en fait, en étudiant le bouddhisme par la suite et d'autres philosophies, je me suis rendu compte que ils possédaient plus rien, mais ils étaient plus possédés par ces choses aussi. Ça me fait un peu penser à Klaus Schwab, sauf que Klaus Schwab, il l'a dit dans une polarité qui n'était pas très très positive, hein, puisqu'il essaie un peu de, entre guillemets, de nous rabaisser. Mais en fait, il nous rend des services. C'est pour ça que, au final, le regard a changé aussi par rapport à la situation autour de nous. Et toi, en fait, tu as décidé vraiment de le mettre concrètement dans ta vie, cette philosophie. Vous n'aurez rien, vous serez heureux. Oui, exactement. Et puis, il y a eu une période où j'étais moins bien. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, que ce soit psychologiquement et même financièrement à un moment avant que la maison soit vendue. Et en fait, je trouvais logique de renvoyer l'ascenseur, mais c'était des personnes qui n'en avaient pas besoin en fait financièrement. Donc, hormis ma présence, ils n'avaient pas besoin que je les aide particulièrement. Et du coup, j'ai décidé d'aider par d'autres moyens. Donc, que ce soit le parrainage d'enfants au Vietnam ou en aidant des associations. Je me suis engagé dans pas mal d'associations de protection des animaux, notamment une association qui s'appelle Cétacé, qui est une association de protection des mammifères marins, dans laquelle j'étais le responsable en Provence pendant 7 ans. Et en tout, j'ai milité pendant 10 ans dans cette association, jusqu'à temps que le Marineland ferme. Et donc là, j'ai quitté l'association pour, là, je suis toujours en réflexion de trouver d'autres voies. Je vais régulièrement en Asie, donc je sais que j'aide là-bas et que je pense avoir un lien là-bas, sûrement des vies passées. Et donc, au-delà du parrainage, je vais y retourner régulièrement pour apporter ma pierre et pour trouver exactement mon chemin de vie. Alors, c'est peut-être un appel à nos auditeurs, s'il y a des projets peut-être au niveau de l'Asie ou un partenariat ou peut-être quelque chose qu'on pourrait mettre en place. Alors, tu es sur Facebook et on peut te contacter sur Michael Dumas, auteur. C'est ça, sur Facebook? C'est bien ça. Donc, voilà, comme ça, ceux qui désirent peut-être, on ne sait jamais, c'est jeter un petit caillou à la mer. Hein. Ça permet peut-être de trouver des personnes qui seraient de bonne volonté, qui pourraient avoir le même objectif que toi, de pouvoir mettre à profit peut-être, même ne fût-ce que financièrement, pour le bien-être de la société. Oui, absolument. Alors là, ici, donc, tu as écrit, donc, vu tes nombreux voyages, tu as écrit aussi pas mal de livres et alors tu es aussi dans les conférences, c'est ça? Oui, alors les conférences, c'est un peu moins, j'en ai fait quelques-unes, mais les livres, oui, ça m'a pris il y a 6 ans maintenant. En fait, je voulais laisser une trace à mes enfants. Je voulais leur expliquer exactement ce qui m'avait amené à faire certains choix de vie et comment, face à certains problèmes qui nous semblent insurmontables, en fait, notre cerveau nous joue des tours et en fait, il y a toujours un moyen, en étant observateur et en saisissant les petits signes de la vie. Donc au départ, j'avais écrit pour eux en leur laissant cette trace. J'ai eu la chance de rencontrer une personne lors d'une séance dédicace qui m'a présenté son éditrice et quand je lui ai parlé de mon projet, et elle m'a aidé à le mettre en place. Donc on a sorti un premier livre qui était autobiographique, que j'ai redéveloppé depuis, que j'ai ressorti l'année dernière, donc sous ma propre maison d'édition que j'ai créée depuis, et dans laquelle donc j'ai élargi et je parle de mon parcours, mais pas que. Je parle des rencontres que j'ai pu faire, qu'elles soient physiques ou bien les rencontres philosophiques, les paysages, ainsi de suite,
pour donner des clés aux gens, pour les amener à sans cesse se dire qu'il n'y a pas, on n'est pas dans une impasse en fait. Il y a toujours une issue quelque part. Et donc, je développe tous ces sujets, que ce soit donc la philosophie, l'alimentation, les voyages, les rencontres, et même soi-même, puisque le premier voyage à faire, c'est le voyage intérieur en fait. Oui, et ça t'a permis en fait, donc au départ, tu allais pour aller voir des animaux, tu rencontres des humains, et c'est là la partie du voyage intérieur qui débute et qui te remet en question. Alors comment la famille, elle a pris les choses? Parce que ça doit pas être facile quand même de voir un papa, l'ancien compagnon qui va claquer son argent peut-être pour partir à l'aventure, et peut-être les enfants ne devaient pas être super contents quand même. Alors, je peux pas dire qu'ils étaient mécontents non plus parce que ils ont participé aussi à certains voyages. On a partagé des choses ensemble. Je les ai sensibilisés notamment au monde qui nous entourait, aux animaux, et je les ai pas abandonnés en fait. J'ai juste pris une autre direction, mais j'ai toujours lié ça avec mon rôle de papa. C'est pour ça que j'ai refusé certains métiers qu'on m'avait proposé notamment d'être moniteur de plongée aux Canaries, des choses comme ça, que j'ai refusé justement par rapport à mes enfants avec lesquels je voulais absolument garder le lien. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont grands, donc ça me permet de voyager encore un peu plus, d'aller un peu plus loin, et en même temps de partager ça avec eux en fait. Donc leur regard sur leur regard, voilà, justement le regard des enfants sur leur papa, de voir que leur papa s'est épanoui, qu'il a fait un changement d'orientation, etc. C'est quoi pour eux? Est-ce que c'est un exemple? Est-ce que tu sens que tes enfants sont un peu dans la même démarche, ou alors est-ce qu'ils sont plutôt dans une vie rassurante? Il y a un petit peu des deux, on va dire. Après, il y a forcément une douleur puisqu'il y a une séparation. Donc, il y a les deux choses. Il y a le côté créer quelque chose et puis finalement partir sur une autre voie. Donc, c'est quelque chose comme tous les enfants de parents séparés, c'est quelque chose qui est forcément marqué en eux. Mais par contre, ce goût de l'aventure et d'aller rencontrer l'autre, mes enfants l'ont en eux, puisque ça s'est développé par nos échanges, ainsi de suite. Mes filles apprennent le japonais notamment, enfin elles sont toutes les deux dans les langues. J'ai ma grande qui parle 5 langues et elle veut absolument, elle aussi découvrir l'Asie, elle s'intéresse aux autres, et elle est très ouverte aux nouvelles technologies, très ouverte à un retour à la nature aussi. Elle n'est pas du tout dans la surconsommation, donc elles ont pris les petites graines qui germent différemment chez elles à différents moments, mais elles auront forcément, enfin je le ressens, elles ont ce goût d'aller vers l'autre en fait. Elles n'ont pas la peur que nous inculquent les sociétés actuelles de rester vraiment enfermées. Elles ont vraiment envie de se lâcher et d'aller vers l'autre, et elles voyagent beaucoup aussi de leur côté. Ça, c'est bien, puisque bon, comme ça, elles peuvent profiter avant de s'installer. Il y en a beaucoup qui s'installent trop jeunes et qui finalement ne vivent rien de leur vie, et puis qui font comme nous, alors peut-être faire une petite crise existentielle au bout d'un moment, parce que il est temps qu'on reprenne contact avec soi-même. Donc on encourage évidemment les jeunes à pouvoir faire ce voyage vers eux le plus tôt possible, avec la maturité évidemment. Bon, nous on a cette chance maintenant de le faire avec la maturité, mais on est quand même un peu, évidemment, un peu plus bloqué peut-être que d'autres, parce qu'on a ces responsabilités, alors que les enfants, en fait, au final, on pourrait déjà les exercer comment dire, à profiter du monde, et peut-être tirer parti de leurs expériences, et créer peut-être plus facilement, effectivement, le monde de demain. Oui, après, je pense qu'il y a vraiment deux mondes qui sont en train de se dessiner. Avant, on avait toute une palette. Et je pense que maintenant, il y a vraiment deux types de personnes. On a vraiment ces jeunes, soit ceux qui sont vraiment dans le système et qui veulent le faire perdurer, et qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Et par contre, je rencontre, dans le cadre de mes voyages, beaucoup de jeunes qui n'ont pas peur d'aller à l'autre bout du monde avec leur rien, et qui partent à l'aventure et qui font confiance en eux déjà, et puis en ce que la vie leur réserve en fait. C'est Mike Horn qui disait que pour partir, il faut juste 5% des réponses, et les 95 autres viendront au cours du chemin. Je pense que ces jeunes le comprennent en fait. Et je sais que notre génération était beaucoup plus sur la réserve. Alors on était ouvert vers le monde. L'Asie pour nous, ça paraissait vraiment
quelque chose d'inaccessible. Je pensais même pas un jour y mettre les pieds. Ouais. Et en fait, chaque fois que j'y vais, je vois énormément d'Européens et beaucoup de Français qui partent à l'aventure et qui n'ont pas peur de défier les codes et qui sont pas dans le système dans lequel on a été élevé, où il fallait prévoir son métier, prévoir acheter une maison, fonder une famille, prévoir sa retraite avant même d'être rentré sur le marché du travail. Ils sont dans l'instant présent. Et je pense que sans être dans l'excès, c'est vraiment là la clé, c'est être dans l'instant présent et ne pas stresser pour ce qui va arriver et se dire ce qui est arrivé est arrivé. Même si on a eu des couacs à un moment de notre vie, on arrive toujours à rebondir. On a des exemples, même si j'aime pas me mettre en exemple, mais je veux dire, on a tous en tout cas, ou beaucoup ont des récits comme ça qui leur permettent justement de montrer qu'on est résilient, on est des êtres résilients. Et quand des personnes lisent mon autobiographie, les retours qu'ils me font, c'est « Ah bah moi aussi j'ai vécu ça, bah moi aussi j'ai vécu ça ». Et finalement, on se rend compte qu'on a tous vécu des choses, hein. Je suis pas à part en fait, hein. Beaucoup de gens ont vécu des choses. Après, c'est qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le petit côté positif qui nous aide à avancer plutôt que de garder le caillou dans la chaussure et se dire « Ah, j'ai pas de chance, j'ai ceci, j'ai cela ». Moi je dis toujours la chance se provoque en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je veux dire, mais par contre, qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu ce qui s'est passé ici début d'année? On a eu ce fameux accident en Suisse où on a vu des jeunes qui filmaient sans aucune expression du danger leur mort, parce que, excuse-moi, en fait, c'est un peu ça, hein, je veux dire, ils ont commencé à filmer, puis ils se sont retrouvés quand même certains enfermés dans une boîte à sardines à brûler. Qu'est-ce que ça te fait penser, tout ça? Parce qu'on parle effectivement, il y a des gens c'est là que tu dis il y a deux mondes. Mais moi, je me dis que c'est vraiment fort différent. Tu n'as plus une moyenne. Tu n'as pas des moyens, enfin des gens qui sont dans l'équilibre. C'est soit tout ou soit rien du tout. Comme si le monde était en train de se scinder en deux. Est-ce que tu as cette sensation aussi qu'il y a vraiment, c'est vraiment cette scission qui est déterminante pour le moment? Oui, c'est exactement ça. Le monde est vraiment en train de se diviser en deux côtés. C'est-à-dire les gens qui voient qu'il y a un éveil spirituel des consciences, on peut l'appeler comme on veut, mais on voit qu'il faut vraiment revenir à l'essentiel et arrêter d'être dans la surenchère de posséder des choses, de vouloir être plus fort que l'autre, de vouloir plus. Et on a ce côté de l'autre côté, des gens qui continuent à vivre dans le système et qui veulent se montrer parce que c'est malheureusement ce qui est devenu la société depuis les téléréalités à la télé et puis derrière les réseaux sociaux où on va avoir le plus de likes, le plus de vues, les TikTok, des trucs comme ça. Et en fait, certaines personnes, parce que je peux pas dire tout le monde, mais en tout cas une partie de notre jeunesse est tellement dans le virtuel, que ce soit par l'IA, que ce soit par les réseaux sociaux, ainsi de suite, ils se sont déconnectés de la réalité du monde et du coup de ces dangers, surtout de la morale. Parce que moi, ce qui me choque beaucoup, c'est les commentaires qu'on peut voir des fois sur les réseaux sociaux, qui soient haineux, jugeants, les gens ont des avis sur tout. Moi, par exemple, je connais rien sur les motos, je vais pas aller sur un site de moto donner mon avis. Donc, j'essaie vraiment de faire attention à ça et essayer de donner un avis le plus objectif possible. Et on se rend compte que c'est difficile d'avoir des débats parce que les gens sont très dans le conflit, ils veulent toujours avoir raison. Et on voit, on l'a vu justement par cet incident, c'est que la priorité, c'est de faire le buzz sur les réseaux sociaux, heureusement par une petite minorité, mais il y a quand même certaines personnes qui, plutôt d'aider des gens à sortir, filment au risque de périr aussi, mais juste pour faire le buzz. Et ça montre, pour moi, on a vraiment une société en déclin. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière, heureusement, mais en tout cas, comme on dit, celui qui survit, ce n'est pas le plus fort ni le plus intelligent, c'est celui qui sait s'adapter. En fait, face à cette technologie qui est en train de nous envahir, on pourrait avoir un trop-plein et se dire là, ce monde, il me correspond plus. Alors moi, j'avoue que effectivement, ce monde, je m'en suis détaché, mais je reste positif parce que je me dis, si on est beaucoup à vibrer chacun de notre côté, se regrouper comme là sur sur ta page et puis par d'autres médias, on peut justement montrer qu'on
on a conscience de ce qui se passe et on peut faire autrement, on peut encore changer les choses. Alors peut-être que tout le monde n'y adhérera pas, mais il y aura forcément des personnes qui... On va perdre des gens en route, si je veux dire. Il y a des gens qui vont vouloir rester jusqu'au dernier moment ancrés. C'est le Titanic, en fait. Ils vont jamais vouloir quitter le navire. Et il y a des gens qui vont s'adapter, qui vont nager, qui vont dire, on repart avec autre chose. Mais je pense que pour ça, il faut déjà avoir une certaine fibre en nous, et la laisser germer. Et lorsqu'on a subi des traumatismes comme on a pu subir, que ça soit une séparation, perdre tous ses biens, perdre beaucoup de choses, je pense qu'on est dans une certaine philosophie que je retrouve lorsque je vais dans certains pays en Asie, comme le Vietnam ou le Laos. On a une résilience de toute façon, on est des êtres résilients. Notre but, de toute façon, c'est de vivre. Chaque être sur Terre, son premier objectif, c'est de vivre. Et en fait, par ce mental, par cette façon de penser, de toute façon, on pourra changer les choses. Donc, moi, ce qui s'est passé en Suisse, ça m'a choqué, évidemment, parce que on peut n'être qu'indigné par le nombre de personnes décédées et par le fait que un certain jeune n'ait pas pris conscience du problème qui était en train de se passer, mais ça montre justement que le système arrive à bout, que on ne peut pas continuer comme ça, et on le voit au quotidien de toute façon dans notre société. Il n'y a plus rien. C'est déshumanisé complètement, que ce soit dans les administrations, tu vas dans les hôpitaux, il n'y a plus ce côté humain. On est dans la rentabilité, on est dans le consumérisme. Je disais même les fêtes de fin d'année, j'ai eu le malheur de dire pensez un peu à ceux qui n'ont peut-être pas autant ou qui sont tout seuls, parce que c'est souvent en fait des fêtes et des occasions où justement les personnes qui sont seules se retrouvent encore plus seules, parce que ça ne fait que raviver. On dirait qu'il y a une société qui nous rappelle constamment que nous ne sommes rien, que nous sommes seuls, que nous sommes des esclaves, etc. Tu sais, tu reçois des factures sans arrêt. Moi, je dis toujours, je n'ouvre plus mes factures qui sont pas recommandées, parce que c'est toujours de mauvaises nouvelles, donc autant ne pas les ouvrir. Je dis, mais est-ce qu'on n'a pas aussi cette fuite? Parce que quand on est dans la spiritualité, il y a cette... J'en parlais, il y a justement, faut faire attention aussi de ne pas être donc dans la partie de l'individuation, entre guillemets, donc quand on reconnecte avec soi-même, on a cette part à un moment donné où on est, comme tu disais, tellement dégoûté par la société qu'on a tendance à se replier sur soi-même ou être en fuite d'une société qui ne nous correspond plus, parce que c'est une forme de deuil. On est dégoûté, on est déçu, et on a envie de se dire... plus rien à faire, on plaque tout. Mais en fait, on jouerait peut-être le jeu de ces élites qui, en fait, veulent notre perte, parce que nous avons le droit à l'abondance. C'est peut-être le rappel aussi que j'ai envie de faire. Tu vois, c'est ce côté, nous, on fouille peut-être, mais à un moment donné, il faut pouvoir se reposer et se dire, mais je suis venu incarner ici sur Terre, donc cette part de spiritualité est extrêmement importante, mais est-ce qu'il ne faut pas non plus oublier le bien-être du corps, de notre véhicule, que nous avons droit à l'abondance, parce qu'elle fait partie de l'incarnation aussi. Peut-être revenir à ce genre de propos aussi, parce que c'est... j'aurais envie je vois beaucoup de gens qui veulent vivre en autarcie, en autonomie, etc., déconnectés du monde. Est-ce que c'est la solution? Parce qu'en fait, on coexiste, non? Enfin, au final, je veux dire, on est dans un monde où tout coexiste. Donc, qu'est-ce que tu en penses? On est des êtres sociaux, donc moi je veux bien qu'on se coupe du monde ou qu'on reste en petits groupes. Je l'ai vécu lorsque j'étais dans le milieu animaliste, parce que quand je suis arrivé dans le Sud, je connaissais personne, donc je me suis retrouvé avec des gens qui étaient principalement dans la cause animale, donc qui mangeaient d'une certaine façon, pensaient d'une certaine façon, ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que ça devenait un petit peu sectaire. Et en fait, en se coupant des autres, on se coupe aussi de soi-même. En tout cas, c'est ma conviction. Et en fait, j'ai pas envie... Alors, mon premier réflexe, pour revenir au début de ton aparté, effectivement, notre premier réflexe, c'est de se dire, ce monde, il est en train de partir en sucette, je me mets à l'écart, c'est bon, j'ai compris, ça me correspond pas. Ouais, sauf que la vie, elle est longue derrière. Enfin, il y a quand même des choses. Et petit à petit, je me suis dit, OK, il y a des choses qui ne me correspondent pas, mais il y a quand même des choses qui correspondent. J'aime aller vers les gens, j'aime partager des choses. Est-ce que je peux pas jongler entre ces deux mondes, c'est-à-dire me garder des moments pour moi, pour me recentrer, pour me reconnecter à la nature, et partager également dans la société, jusqu'au moment où je ressens l'épuisement et je me dis, bah là, je me remets
de côté. Mais je pense que de toute façon, se mettre en conflit contre quelque chose, c'est improductif. Donc je ne suis pas contre ce système en fait. Mon but, c'est pas de le faire tomber, d'en créer un autre. Le but, c'est de le changer, ou en tout cas de prendre le bon de ce qui est actuellement et d'essayer d'amener des choses positives pour le reste. Alors ça paraît idyllique hein, Non, comme moi je façon de comprends très raisonner. bien, mais oui. Mais en tout cas, c'est comme ça que je préfère voir les choses, parce que sinon, on serait tout le temps en train de se triturer le cerveau et à se dire que bah, rien ne va en fait. Alors effectivement, il y a plein de choses qui vont pas, mais le principal, moi quand je me lève le matin, c'est ne pas regarder le temps dehors, mais regarder le temps à l'intérieur de soi, regarder sa météo intérieure et se dire mais je suis vivant, je suis content, j'ai 24 nouvelles heures à profiter, qu'est-ce que je vais en faire de positif, qu'est-ce que je vais apporter aux autres, et on se rend compte que lorsqu'on va vers les autres avec une certaine énergie, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'empathie, eh ben on voit que derrière les carapaces, ben, il y a des êtres comme nous qui attendent qu'une chose, c'est de vivre pleinement en fait. Donc se couper, pour moi, c'est pas la solution en fait. C'est une solution provisoire que je peux comprendre au départ lorsqu'on prend conscience de notre place dans ce monde et qu'on se sent oppressé et on n'a pas les solutions. Mais ça dure un temps. Il faut vraiment derrière avoir le réflexe d'aller lire des livres, regarder des vidéos, ainsi de suite. Comme on dit, on est ce qu'on mange. Et en fait, lorsqu'on dit ça, c'est pas que la nourriture physique, ça va être aussi nos fréquentations, nos lectures, les films qu'on va regarder, les lieux dans lesquels on habite, nos collègues de travail. Donc, il y a des choses qui vont pas, soit il faut les changer, soit il faut trouver quelque chose de substitution qui nous permet de pouvoir accepter certaines choses, puisque le monde sera jamais parfait. Mais en tout cas, notre but à nous, c'est de ne pas se laisser déstabiliser, happer par des choses qui nous affectent en fait. On sait que le monde, voilà, il est comme ça. Tout nous correspond pas, mais on peut quand même y vivre une très belle vie si on arrive à prendre le positif de chaque chose et de chaque personne que l'on rencontre en fait. C'est ça, en sachant qu'en fait, même au niveau santé, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est un peu le principe de l'épigénétique, où on va essayer de ramener un lieu de vie convenable pour faire remonter l'immunité, penser à soi, ses fréquentations, et comme tu disais, écouter de la musique saine, même au niveau des films qu'on regarde, essayer de regarder, parce que même dans les musiques, hein, je me rends compte, les musiques, tu ouvres la radio, tu as des musiques soit qui sont tristes à mort, vraiment, qui sont déprimantes. Et puis alors, sinon, tu as des musiques qui sont pleines de colère. Et c'est la même chose dans les films. Je trouve qu'on a une recrudescence des films d'horreur, des films qui font peur, des films qui sont brutaux, ou alors des films qui sont complètement à côté de la réalité, où les jeunes ne se retrouvent plus, évidemment. Ils ont toujours l'impression d'être avec un casque. Moi, ça me fait penser au film Avatar. Hein. Tu remets ton casque et ils sont dans une vie en 3D, là où ils se disent on joue un jeu. C'est pour ça, je me dis que ces jeunes qui étaient en Suisse, à un moment donné, c'est ce qu'ils ont dû ressentir. On est dans un jeu vidéo, comme ceux qui font des attentats, etc. Ils ont l'impression de prendre des armes en plastique ou des armes virtuelles et tirer. C'est devenu, comme tu dis, ils sont déconnectés d'une réalité. Alors maintenant, le fait d'être dans un monde où on doit fréquenter des gens, évidemment, mais c'est aussi, il y a cette part de protection. Je pense aussi qu'il faut pouvoir se protéger, et comme tu dis, c'est d'alterner l'introspection et puis aller vers les gens. C'est un peu comme une respiration, hein. Inspire, expire, hein. Je ne peux pas donner de l'eau quand on n'a pas de l'eau à offrir. Donc peut-être se ressourcer, comme tu dis, et c'est là de faire des alternances dans sa vie. Oui, c'est un principe qui est important. Au niveau des objectifs, toi, tu devrais faire quoi? Qu'est-ce que tu penses que les gens doivent faire à l'heure actuelle pour dire de reprendre leur vie en main? Donc, tu disais des changements, ça c'est sûr, se reposer. Au niveau du travail, est-ce qu'on ne pourrait pas recréer peut-être des objectifs différents, concevoir des principes différents, parce qu'on parle de l'argent. Avant, l'argent, pour moi, c'est l'art des gens. Et qu'à l'heure actuelle, c'est gagner sa vie. Et il y a un principe complètement... De nouveau, c'est la pièce avec les deux faces, tu vois, la polarité positive, la polarité négative. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça?
Alors déjà, moi, le terme gagner sa vie, c'est quelque chose qui, moi, me pose problème parce que notre vie, on l'a de toute façon. Donc, j'ai pas à gagner ma vie, je l'ai. Après, il faut pas se voiler la face. La société telle qu'elle est actuellement fait qu'il faut gagner de l'argent pour vivre de toute façon. Ça, on peut le regarder de tous les côtés qu'on veut. Il faut toujours un minimum. Maintenant, c'est savoir ce qu'on en fait, savoir comment on le gagne. Je pense que la priorité, c'est d'essayer de savoir qui on est. Et ça se fait pas. Ça se fait pas d'un claquement de doigts, en fait, ça prend énormément de temps. Mais déjà, se reconnecter avec son être, c'est-à-dire savoir dire non, ça, je pense que c'est quelque chose de très difficile dans la société. Savoir dire non aux gens, savoir dire non à des choses. Moi, je pense que la priorité des priorités, c'est son bien-être. Donc, c'est déjà, ça passe par l'alimentation. L'alimentation, pour moi, c'est un des sujets les plus importants. L'alimentation. Tu as écrit un livre là-dessus. Exactement. Je vais peut-être le remettre ici. Donc, c'est ce livre-ci. Alors, explique-nous un tout petit peu, voilà, ce que tu as voulu faire par rapport à ce livre. Alors, ce livre, en fait, il parle de l'arrivée du premier supermarché en France et ce que ça a entraîné sur notre consommation, c'est-à-dire la standardisation d'alimentation. Donc, à l'après-guerre, il fallait nourrir tout le monde et on a commencé à faire une nourriture industrielle qu'on a pensé au départ. Je pense pas qu'il y avait une mauvaise idée derrière tout ça. Le but, c'était de nourrir, enfin, je vais pas dire correctement, en tout cas de nourrir la population et de ne plus avoir de personnes qui soient dans le besoin. Par contre, comme toute innovation, il y a eu le côté pervers avec les multinationales qui se sont greffées et qui ont commencé à nous vendre des produits de très mauvaise qualité, ajoutant des additifs alimentaires, des exhausteurs de goût, notamment le glutamate monosodique, qui est une molécule qu'on met notamment dans les chips et qui fait que lorsque une personne va commencer à en manger, elle ne s'arrête plus en fait. Donc c'est le même effet que les drogues, sauf que à petite dose, c'est autorisé, donc ils vont au maximum de cette petite dose. Et en fait, on ne se rend pas compte, c'est que nos enfants, notre entourage, en mangeant ces cochonneries, ils se détruisent le cerveau. Et on voit ce que ça donne sur les enfants, les jeunes actuels qui commencent à être complètement déconnectés de tout ça parce que ça passe aussi par ce qu'on mange. Pour être vivant, il faut manger vivant, quoi. Donc en fait, par ce livre, j'amène les gens à s'interroger justement sur ce qu'ils mangent, ce que ça leur apporte et comment ils se sentent après manger. Et donc je parle notamment de l'Ayurveda en Inde. On nous apprend justement à faire les choses en conscience et à manger des choses naturelles. Comme on dit, la meilleure composition d'un produit, c'est le produit lui-même. Donc manger des produits bruts, les faire soi-même, revenir à une cuisine saine. Donc déjà, c'est la base. Pour le bien-être, c'est déjà le départ. Après, il va falloir respecter son sommeil. Il va falloir être conscient de sa respiration. Ça nous paraît bête parce qu'on a l'impression de respirer naturellement sur cette planète. Et en fait, en changeant notre façon de respirer, on peut changer notre santé, on peut changer plein de choses. Donc, je l'ai ouvert à plein de petites choses. Je parle du jeûne, voilà, je parle vraiment des effets pervers, mais également, et heureusement d'ailleurs, de beaucoup de choses positives pour amener à nous respecter, mais aussi à respecter tous les êtres qui nous entourent. Parce que je parle aussi des élevages qui sont juste une horreur maintenant. C'est aussi ce qui nous rend malades. Où avant, il suffisait de se balader sur le bord des routes, on voyait énormément d'animaux qui broutaient dans les prairies, et maintenant, ils sont dans des hangars, sous médicaments, ils sont vaccinés, et on leur donne des cochonneries, et après, on s'étonne qu'il y ait des problèmes sanitaires. Il faut peut-être s'interroger sur là-dessus, se dire est-ce que humainement c'est acceptable de maltraiter quelqu'un d'autre, que ça soit un animal ou un humain. Et à partir de là, je pense qu'on aura tous une solution. Et après, c'est déjà d'accepter qu'on est un avec l'animal. Enfin, je veux dire qu'on est une partie de tout ce qu'on voit autour de nous. Et c'est très bien que tu en parles parce que bon, ça aussi, c'était un peu, pour moi, une polémique. Je me dis, les agriculteurs ont défendu évidemment leur bétail, mais c'était pas, pour moi, c'était pas logique
comme ils défendaient, parce que c'était un peu protéger leur patrimoine financier, mais pas spécialement en tenant compte. Quand ils ont joué sur les sentiments en disant ils abattent notre bétail, les pauvres petites bêtes, non, ils n'en ont rien à faire en fait, parce que ils envoient quand même leurs animaux, enfin beaucoup en tout cas, ne respectent pas malheureusement le fait que les animaux doivent être dans de bonnes conditions et que quand on mange de la viande, il y a la mémoire qui joue, la mémoire des cellules, et qu'un animal qui a été maltraité, il faut quand même se dire une chose de nouveau, c'est nous qui mangeons cet animal, il y a la mémoire de l'eau et on récupère évidemment des vibrations de peur, de choc, etc. Moi, ça m'a interpellée, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai fait un post là-dessus aussi, parce que j'ai trouvé que c'était... alors, moi, je ne suis pas végane, donc je mange de la viande de temps en temps, très peu. Mais j'ai diminué fortement la viande. J'avais un ami qui était, il se reconnaîtra, j'espère qu'il verra l'émission, mais qui était végan et qui, pour moi, j'avais la même idée que toi au départ, c'était un extrémiste. Et puis, ça m'embêtait toujours d'aller contrecarrer et tout le temps d'aller dans l'agression face à l'autre en disant tu ne dois pas manger de viande. Non, tu dois expliquer que les animaux ne sont pas bien respectés et que peut-être si on mangeait un peu, effectivement, on aurait peut-être moins à surconsommer. Et puis, enfin, bon, donc, la méthode, je trouve, est très importante. La pédagogie qu'on utilise, toi qui as travaillé dans la protection des animaux, je suppose que comme tu l'as dit, hein, c'est quelque chose qui revenait de manière récurrente. Les gens, ils sont... moi, tu me parles de végan, je vois tout de suite extrémiste. Alors qu'en fait, il en faut. Parce que ça fait partie aussi de la prise de conscience. Moi, il a fallu des gens qui soient dans la prise de conscience et dans l'excès pour que je me rencontre au final, qu'ils n'avaient pas tort dans ce qu'ils disaient, mais que je vais le faire à mon rythme, parce que j'ai un rythme, parce que j'ai eu des habitudes, et que dans la conscience, comme tu dis, parce que c'est là l'important, c'est de prendre conscience, alors de changer ses habitudes. Donc, j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait ce problème d'agriculture qui arrive sur le tapis, comme si c'était fait pour que l'humain, je pense que tu ne pourras pas me contredire non plus, pour que l'humain prenne conscience qu'il n'y a pas que le consumérisme, etc. C'est le manque de respect pour le règne animal, végétal, minéral, pour tout ce qui nous entoure. Et toi qui as été en Asie, je suppose que ça te parle, ce que je dis. Oui, absolument. Alors, pour rebondir sur la première phrase que tu as dit, il y a les animaux, oui, je dirais même que nous sommes des animaux. Nous sommes de toute façon une évolution animale, donc on ne peut pas se dissocier des autres en fait. Moi, ce côté hiérarchie me pose problème. Pour avoir travaillé pendant des années dans le milieu animaliste, j'ai entendu plusieurs fois cette remise en question où on me dit oui, vous êtes antispéciste, c'est-à-dire on ne fait pas de distinction entre les espèces, mais on ne peut pas comparer un poisson rouge avec nous. Évidemment, en fait, le but, c'est pas de mettre tout le monde sur un pied d'égalité au niveau intelligence, au niveau capacité. On sait très bien qu'un poisson, il ne montera pas après un arbre. Mais c'est au moins respecter chaque vie, en fait, qu'elle soit animale ou humaine, donc il y a une évolution de l'animal. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre conscience, justement, oui, qu'il y a un non-sens, en fait. On enferme des animaux pour nous nourrir, pour nous divertir. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. On me dit, on est comme le lion, on chasse, ainsi de suite. Bon, déjà, on n'est pas des carnivores, notre système digestif n'est pas celui d'un carnivore, mais le lion, il ne chasse pas tous les jours. Il reste des jours sans manger aussi. Exactement. Moi, j'ai envie de rappeler ça, tu vois. Moi, je mange une fois par jour déjà, parce que je me dis que je suis sédentaire, j'ai pas besoin de manger plus en fait pour me sentir bien. Et nous, on nous a habitués avec les Rockefeller, les Rothschild, etc., au consumérisme, même au niveau alimentaire, c'est-à-dire on t'impose des repas par jour. Mais moi, quand je dois aller faire pipi, comme je dis, c'est très nature et confiture ce que je dis, mais je veux dire, quand je dois aller faire pipi, je me pose pas la question si je dois y aller le matin, midi et soir. J'y vais quand j'en ai besoin. Donc, si j'ai faim, je mange, je m'écoute, je me respecte. Il y a des cycles, tu vois, ton corps fonctionne par des cycles circadiens qui te disent qu'à telle heure, c'est vrai que ça peut arriver que tu aies faim, évidemment, mais c'est en fonction de ton besoin, de tes besoins. Tu ne vas pas manger de la même manière que moi, on est bien d'accord. On est tous individuels, on est tous avec des personnalités complètement différentes, des habitudes différentes, et on nous impose même la manière dont on doit aller manger. Alors, je vais te dire quelque chose qui m'a surpris. Ici, récemment sur Facebook, je me retrouve avec une notification, enfin je l'ai enlevée, sur Google, qui exprime il est 10 heures, il est temps d'aller dormir. Comme si on nous infantilisait.
Tu vois? Donc, j'ai un truc qui apparaissait. 10 heures, il est temps d'aller faire dodo, quoi. Enfin, avec la petite image du sommeil, etc. Je me dis, mais attends, c'est quoi ça? Donc, ça veut dire qu'on nous infantilise et on nous oblige à, à suivre leur rythme. Ils nous changent les heures. Allez, l'heure d'été, l'heure d'hiver. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Alors que c'était pour une question de consommation au départ. C'était pour l'électricité, pour d'autres choses. Oui, et puis pour revenir sur les agriculteurs, en fait, il y a une grosse dissonance cognitive là-dessus. En fait, on pleure les animaux. Évidemment, les premières victimes, c'est les animaux, et j'en suis le premier triste. Mais maintenant, il ne faut pas se leurrer. La finalité de ces animaux, de toute façon, c'était de les abattre, hein. L'éleveur, son but, c'est de faire de l'argent dessus. En fait, je pense que leur cri va bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement de société fait par les gens comme moi qui ne mangent plus de viande et aussi fait par les États qui se font acheter par les industriels et qui de toute façon sont en train de faire disparaître progressivement les petits éleveurs. Donc ils sont pris comme ça les deux côtés et en fait c'est plus un cri par rapport à leur situation que par rapport à ce fait qui est intolérable, mais de toute façon ces animaux ils allaient en faire quoi? Ils allaient être tués de toute façon. C'est des animaux qui la plupart du temps vont même pas à la moitié de leur espérance de vie. Ouais, donc c'est la vaste question, c'est savoir. L'hypocrisie un tout petit peu qui est derrière qui me posait problème, tu vois. Alors moi, bon, le surnom c'est Mahat. Donc Mahat, c'est un peu la déesse qui soupèse les cœurs. Donc pour moi, il faut une certaine justesse. Ne dis pas quand tu fais quelque chose pour une certaine raison, de dire que c'est pour une autre raison. Non, sois honnête avec toi-même. Alors, ben voilà, on sait qu'on a des parts d'ombre. Moi, j'aime bien de temps en temps de manger un steak, mais je vais pas aller dire que je n'en mange pas du tout. Oui, il est beau ton petit rayon de soleil. Ouais, ça arrive bien comme il faut. C'est bien comme ça, c'est bien. Au sud de la France. Ouais. Donc, je te laisse continuer par rapport aux agriculteurs. Comme tu disais, la dissonance cognitive. Oui, après voilà, on a le même problème avec les loups par exemple, où ils vont crier aux loups, c'est le cas de le dire, parce qu'ils se font tuer quelques êtres dans leur élevage, mais de toute façon, ils vont où les moutons? Ils vont être tués de toute façon. Le loup, sa nature, c'est comme nous, hein, on serait en manque de nourriture, on irait le chercher même de façon illégale. Donc je pense qu'il y a vraiment, on essaie vraiment de nous cloisonner encore dans ce système où il y a des choses à faire, des choses à pas faire, il y a des nuisibles, pas des nuisibles. En attendant, je vois qu'on est le seul être qui détruit son environnement. Les autres ne le font pas, en fait. C'est Alexandre Astier qui avait eu une parole très juste où il disait que si on ramenait l'échelle de la planète à 12 heures, l'humain apparaîtrait vers 11h58, en fait. Hein. C'est-à-dire que nous, on a apparu très tard sur la planète. Et en fait, en 2 minutes, on s'est approprié toute la planète, on s'est reproduit un peu comme un virus, en fait. Et donc, son interrogation, c'était de se demander si on n'était pas le virus de la planète, en fait. Alors, c'est un peu poussé à l'extrême, mais l'idée n'est pas farfelue, en fait. Parce qu'on est en train de tout détruire. On a fait disparaître 60% des animaux de cette planète en quelques décennies, là. On va jusqu'où comme ça, en fait? Moi, je me souviens. Oui, pardon. Je voulais dire, par exemple, justement, le problème climatique qu'on est en train de mettre en avant, mais en fait, on ne parle pas de la disparition de la faune et de la flore, alors qu'en fait, la priorité, ce serait ça, c'est de comprendre pourquoi la faune et la flore disparaissent, alors qu'on nous parle de problèmes climatiques et de nouveau très culpabilisants par rapport à ça, mais de nouveau, qui est le plus responsable de certains problèmes climatiques? Est-ce que c'est réellement nous ou des grosses entreprises industrielles, etc., qui justement vont motiver à ce qu'il y ait du consumérisme de nouveau, faire de la publicité pour qu'on vende, etc. Donc, je veux dire, c'est un peu hypocrite comme société, tu vois. On nous demande d'arrêter de faire couler l'eau Maintenant, je le fais pas pour le plaisir, mais tu es en train de te brosser les dents, ferme ton robinet pour ne pas qu'il y ait de l'eau qui coule, mais ces gens-là dépensent des milliers de litres pour justement nos ordinateurs, etc. Tu vois, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est pas juste, c'est très hypocrite en fait. Ouais, parce qu'on est dans un système où là, on a fait l'argent roi en fait. Donc de toute façon, on donnera toujours raison à l'argent. Donc les sociétés qui rapportent de l'argent, on leur laisse tout faire. Et nous, notre but, c'est de nous faire payer encore en plus et de nous faire culpabiliser. Et quand tout à l'heure, tu parlais des repas justement où on nous a appris qu'il fallait manger 3 fois par jour à des heures fixes,
ça a été créé aussi pour ça, pour être productif, pour que les gens mangent à certaines heures, pour que le reste du temps, ils soient au travail et qu'ils n'écoutent pas leur envie, en fait. Et on nous demande, nos envies sont totalement bafouées. Le principal, c'est d'être productif. D'ailleurs, lorsqu'on entend les élites, la première chose qu'ils vont dire concernant les employés ou même un président concernant son peuple, c'est la productivité. Il va parler PIB, il va parler chiffres, mais les chiffres, ça représente rien. On s'en fout des chiffres, en fait. On nous parle de dette, mais la dette par rapport à qui? La première dette qu'on a, c'est par rapport à la planète. On peut avoir des milliards de dettes. Si on détruit notre planète, l'argent, il va disparaître de toute façon. Donc, on est complètement à côté de la plaque. On essaie de nous maintenir dans un système qui est dépassé, mais auquel ils s'accrochent, en fait. Et d'ailleurs, l'agressivité dont ils font preuve actuellement, tous les dérapages, toute la pression qui est mise sur le peuple, c'est parce qu'ils voient bien que ça leur échappe, en fait. Et du coup, ils essaient de se maintenir, de garder ce système qui est totalement à la dérive. Ça n'a pas duré. Hein. Voilà, comme tout ce qui concernait la maltraitance animale, le Marineland, je ne pensais pas que ça allait fermer de mon vivant. Les cirques avec animaux, ainsi de suite. Et en fait, on voit que tout est en train de se déconstruire. Qu'il y a des évolutions de conscience. Les gens ont compris que le but de la vie, c'était pas d'avoir le plus d'argent possible, de détruire le plus possible, de consommer le plus possible, c'est d'être heureux. Et en fait, on a eu le malheur d'associer argent égale bonheur. Et il suffit d'aller justement dans des pays comme le Vietnam et le Laos, on verra que c'est totalement l'inverse. Oui. Voilà. On voit que les gens, ils ont peu, mais ils sont dans l'instant présent, ils partagent et ils sont vraiment dans l'instant présent et dans la reconnaissance d'être vivant, en fait. Voilà, c'est des gens résilients et qui nous apprennent beaucoup. Et d'ailleurs, j'incite d'aller un maximum vers ces peuples, même en Amérique du Sud, des gens qui sont vraiment encore proches de la Terre et qui vont nous amener des valeurs qu'on a totalement oubliées. Je ne dis pas qu'on les a perdues, mais on les a mis de côté parce que c'est désuet, en fait. Tous les mots, tous les termes, même l'amour, en fait, il est un peu dévalué en France et sûrement en Belgique et dans d'autres pays également, oui. parce que on le met de côté parce que c'est pas intéressant, en fait. C'est pas là-dessus qu'on réalise sa vie, selon eux. Hein. On a un ancien président qui avait dit que si à 50 ans on n'avait pas une Rolex, on n'avait pas réussi sa vie. Moi, j'ai pas de Rolex, j'ai pas de montre du tout et je vais très bien. Hein. Et j'ai pas l'impression d'avoir raté ma vie pour autant. Donc il faut vraiment sortir des codes. Et pour ça, comme je dis, il y a beaucoup de choses à lire, à consulter, des conférences à faire. Il faut vraiment s'intéresser autour de soi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener, qui peuvent nous donner des clés. Il n'y a pas un chemin précis, puisqu'on est tous à des moments différents de notre vie, à des évolutions différentes, mais on va tous vers le même point, en fait. Le principal, c'est de toujours apprendre et se renseigner sur ce qui se passe, toujours se remettre en question, ne pas avoir de certitude. Les certitudes, c'est ce qui tue, en fait. Parce qu'on a des certitudes, on ne va pas vers l'autre. Se remettre en question. Exactement. Et on n'apprend pas de nouvelles choses. Et en fait, moi, je suis prêt à remettre tout ce que je viens de dire en question si demain, on m'apporte des choses dont je sens que ça va m'apporter intérieurement et que ça va aider le monde autour de moi, en fait. Voilà, et puis la connaissance, la connaissance, elle change, c'est des vérités. Alors, c'est des vérités en fonction de certains filtres de perception, puis au final, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est l'ensemble des différentes perceptions qui va donner la réalité. Je veux dire, donc, toutes les vérités de chacun, c'est au regard de chaque personne, comme un kaléidoscope, qu'on va se rendre compte qu'il y a une réalité commune, c'est-à-dire la conscience collective, ce qui nous détermine. Eh ben, on peut peut-être bien rebondir sur ton livre, justement, Les portes du Samadhi. Alors moi, le Samadhi, il y a un très beau documentaire, enfin, je crois que c'est 3 ou 4 films. 3 films, ouais. Voilà. Enfin, 3 épisodes. Voilà, qui au départ, c'est un de mes auditeurs qui m'a envoyé ça comme ça, anonyme, je ne le connaissais pas du tout, il m'a déposé ça, et puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est quoi ce truc-là? Et je l'ai écouté une fois, il y a 5 ans d'ici. Je trouvais ça intéressant, mais je n'avais pas encore la notion vraiment de ce que ça représentait. Je l'ai revu 2 ans après, et puis encore ici récemment, et ça prend une autre dimension, bien évidemment, parce que c'est l'éveil de l'âme, évidemment, et puis, comme de nouveau on en parlait, la reconnexion à soi.
Alors toi, tu as écrit un bouquin là-dessus, donc Les portes du samadhi. Peut-être nous parler aussi de toi, ton expérience par rapport à ça. Les portes de Samadhi, c'est un roman Oui, 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 tout à fait. que j'ai écrit, donc qui vient de sortir, hein, qui a un peu plus d'un mois, qui m'est venu, je peux dire qu'il m'est venu parce que je me suis surpris à écrire des heures durant chaque jour pendant un certain temps. J'avais un début d'histoire en fait. J'avais envie de raconter l'histoire d'une personne qui est vraiment dans le système et qui a basculé et qui part totalement à l'opposé. Et donc j'avais pris l'idée d'un banquier, puisque pour moi c'est vraiment un des métiers les plus ancrés dans ce système. Et en fait, il fait des rêves prémonitoires. Il voit une personne sans savoir ce qu'elle lui dit, ni, ni qui elle est. Et en fait, en commençant à s'ouvrir aux petits signes de la vie, il va se rendre compte que cette personne existe vraiment et qu'elle est quelque part dans le monde. Et il a des éléments sur où elle se trouve. Et il lâche tout, il part à l'aventure en fait. Et au fur et à mesure, il va voyager, rencontrer des personnes, s'ouvrir, se découvrir lui-même, jusqu'à essayer d'aller vers le samadhi. Samadhi, donc c'est du sanskrit, c'est l'état de bien-être suprême, c'est-à-dire le Bouddha, quoi, en fait, hein, quelque part. C'est-à-dire détaché des peurs, détaché des attachements, détaché de tout sentiment négatif qui nous ramène vers le bas, en fait. Donc, je trouvais que le titre collait bien, puisque je voulais une personne qui se détachait vraiment de ce qui le tient sur cette planète pour s'élever et pour aller vers un état de bien-être conscient. Là aussi, c'est un peu le reflet de ce que tu as ressenti. Oui, même si je ne peux pas parler de samadhi, parce que samadhi, là, c'est vraiment... On est bien d'accord, on est en chemin. On est en chemin, il faut évidemment. débit, évidemment, mais je pense que si on prend quelques minutes chacun pour s'interroger sur ce qu'on veut dans la vie, la première chose qui va venir, c'est être heureux, ne pas souffrir, être conscient de ce qu'on vit, partager, tout, ça va être que des sentiments positifs. Et c'est ce qui nous amène vers le samadhi, de toute façon. On est tous vers ce chemin. Les gens qui sont tirés vers le bas, toutes les énergies négatives, encore une fois, ça va venir de ce qu'on donne à manger à notre corps et à notre âme, hein, de toute façon. Plus on va lui donner de choses négatives, plus on va être tiré vers le bas. Si on mange que des aliments morts et qu'on regarde que des films d'horreur et qu'on fréquente que des gens qui sont dépressifs, il ne faut pas s'attendre à aller vers le samadhi, en fait. Hein. Donc, à un moment donné, faut faire des choix de vie qui, des fois, s'imposent parce que il y a des choses qu'on n'arrive plus à supporter, et puis d'autres qu'on fait en conscience, et progressivement, on apprend à détecter, en fait. Hein, on ressent les vibrations, et on sait si c'est des lieux qui sont bien pour nous, si ces personnes sont vraiment bienveillantes envers nous, si la musique, voilà, plein de choses. Et on est tous amenés à monter vers le samadhi, mais on prend différents chemins, et le tout, c'est de le faire en conscience, en fait. Oui, donc c'est se départir aussi de ces vieilles croyances. Je veux dire, parce que on est toujours dans l'accumulation des connaissances, mais parfois, en fait, c'est s'alléger comme l'épluchure d'un oignon qu'on allège, tous ces filtres qu'on nous a mis au fur et à mesure pendant des siècles, et puis même transgénérationnels, et puis multidimensionnels, c'est de pouvoir faire, comme tu disais, faire sauter toutes ces petits freins qui nous... Parce que, en fait, le bonheur, il est là, c'est juste qu'on a oublié qu'il était là. Je dirais que le bonheur, c'est déjà de se contenter de ce qu'on a. Être heureux, c'est un état. Ça n'est pas conditionnement qui dépend de quelque chose d'extérieur. C'est un état d'être. Je veux dire, je suis heureuse dans toutes les circonstances. Tu as des gens qui voient le verre à moitié plein. Et comme tu dis, tu as rencontré des gens au Laos ou en Asie, où je dis c'est le pays du sourire. Oui, c'est des gens qui, même en Afrique, qui n'ont rien et qui te donneraient la moitié de leur repas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont déjà pas cette vision que nous, on a d'avoir pour être heureux. Eux, ils sont pour être heureux. Ils sont en état d'être pour être heureux. C'est un état d'être. Je veux dire, j'ai envie de rappeler ça, c'est qu'en fait, au final, quand on passe par des moments comme toi, où on se départit de tous ces anciens schémas, du matériel, et qu'on s'allège, on se retrouve beaucoup plus proche de qui on est à la source, près de la source, donc au centre de l'oignon. Le petit germe, tu sais, qui doit sortir pour faire une plante, là. C'est ça. Oui. C'est ça, mais en fait, le bonheur, c'est une décision, en fait.
Ça va pas plus Voilà. loin que ça, en fait. On décide d'être heureux et ça va pas plus loin, en fait. Hein. Mandela disait vous pouvez me mettre en prison, mais vous ferez jamais de moi un prisonnier. C'est en fait C'est ce que tu as c'est mis à l'état l'arrière de ton d'esprit. livre, c'est ça? Exactement, On exactement. va on va le partager. C'est un état d'esprit en fait. Je pense que c'est un très bel exemple de résilience et de bien-être, ainsi de suite. Le bonheur, il l'a gardé en lui tout le long et c'est un des exemples, comme on peut en avoir tant dans le monde. Moi, j'ai une personne que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Thich Nhat Hanh, qui était un moine bouddhiste vietnamien qui a lutté contre la guerre du Vietnam, qui est parti aux États-Unis pour lutter aux côtés de Martin Luther King, justement pour faire cesser cette guerre, et qui a fini par venir s'installer en France, en Dordogne, pour ouvrir un centre bouddhiste. Et en fait, bon, là, il est décédé maintenant, mais le centre continue, il y a des enseignements qui sont donnés, où on nous dit bien que le bonheur, il dépend de rien d'autre que nous-mêmes, en fait. Voilà, on le crée nous-mêmes, en fait, et on le partage. Et c'est ça, en fait. C'est pas parce qu'on va le partager qu'il réduit en nous. Et je pense que c'est ça qu'on doit développer, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et malheureusement, on est toujours dans la course de quelque chose. Il me faut plus, il faut ça, il me faut ça. Et en fait, on ne sera jamais heureux si on a toujours besoin de choses en plus. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on cherche à travers quelque chose d'extérieur ce qui est en nous. Nous sommes complets. Nous sommes en complétude. Et au final, quand on l'a compris, on peut enfin découvrir chez l'autre cet état d'être soi. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, enfin bon, voilà, je te croise, c'est une partie de moi qui se reflète, puisque c'est un échange qu'on a. Comme je disais, c'est une énergie de Thor, donc on reçoit l'info, on la partage, ça revient à transformer dans ton regard ou dans l'échange que tu vas avoir. Et bêtement, moi, je ne vais pas pouvoir sortir les réflexions, je disais, qu'on a à l'intérieur, si on n'a pas quelqu'un qui va pouvoir les écouter. Donc, à chaque rencontre qu'on va faire, on va reconnaître une partie de soi. Et même dans les disputes, j'avais, ça reste un ami parce que voilà, j'espère qu'il se reconnaîtra, qu'il entendra la visio, mais je veux dire qu'il n'était absolument pas d'accord avec moi sur des points voilà, qui me touchaient personnellement et qui le touchent personnellement lui aussi. Donc nous sommes en résonance, hein, je veux dire, nous sommes en désaccord là-dessus, et parce qu'il y en a un qui travaille sur un point et l'autre qui va travailler sur un autre, donc c'est pour ça qu'on se rencontre avec des frictions. Et c'est utile parce que le mouvement se fait par friction. Et je veux dire, donc, pour moi, je lui ai dit d'ailleurs que c'était mon meilleur ennemi et que j'étais sa Lucifer chérie. Parce que, en fait, Lucifer met en lumière chez l'autre une part d'ombre, et puis c'est par ton ennemi que tu découvres le mieux ta résilience ou ton changement que tu peux opérer. Parce que il te montre cette part de toi qui est déstabilisée quand tu as une expérience ou l'autre. C'est les bases de la communication non violente, en fait. C'est-à-dire écouter, non pas pour répondre, ce qui est malheureusement notre réflexe habituel, mais écouter pour apprendre. Et en fait, on peut apprendre de tout le monde, même de la personne que l'on pourrait au premier abord détester le plus ou avec lequel on aurait des préjugés. On a tous à apprendre de quelqu'un et on a tous à enseigner aussi. On est des éternels, voilà, on est des éternels étudiants en fait. Notre but c'est d'apprendre. Il y avait un japonais qui a créé le judo. Il a voulu être enterré avec sa ceinture blanche. À la grande surprise de tous ses fidèles, il disait parce que je suis un éternel apprenti en fait. Mon but c'est d'apprendre toujours dans la vie. Et en fait c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on n'est pas là pour donner des leçons aux autres. On est là pour apprendre de tout le monde. Ouais. Et chaque personne qu'on va rencontrer nous apporte des choses. Et lorsque justement on est titillé par quelque chose qui va nous agacer chez l'autre, c'est quelque chose qu'on doit travailler chez nous parce que ça actionne quelque chose qu'on n'a pas résolu en nous et justement il nous fait le cadeau de déclencher ça et ça va nous permettre à nous d'évoluer en fait. Ça me fait penser aux 4 accords Toltec. Hein. Exactement. Je veux dire, de ne réapprendre pour soi, mais je veux dire, à partir du moment où ça résonne en toi, c'est que ça réveille chez toi quelque chose qui peut mettre mal à l'aise. Et donc, gratitude de rencontrer des gens qui ne sont pas toujours en accord avec nous-mêmes. C'est justement là qu'on apprend le plus. Si tout le monde est d'accord avec soi, tu ne progresses plus. Et c'est pour ça que tout cohabite, d'ailleurs, que l'ombre cohabite à la lumière, parce que s'il n'y avait pas d'ombre,
on ne saurait pas percevoir la lumière, s'il n'y avait pas le chaud, on ne pourrait pas percevoir le froid, et que c'est finalement une dynamique de mouvement. Hein, on crée un mouvement, et, puisque tout est cycle de toute manière. Donc là, on voit émerger un nouveau monde, c'est ce qu'on ressort. Hein, on est en train de voir, et ça devient tout le temps plus palpable. Je veux dire, l'ancien monde devient tout le temps plus dense, et nous, on sent vraiment qu'on s'élève au niveau de notre énergie, et que tout ce qu'on envoie à l'univers revient beaucoup plus vite, parce que c'est même de la physique quantique, quoi. Je veux dire, ce qui est éthérique circule beaucoup plus rapidement. Donc, si on s'allège au niveau de nos vibrations, on récolte de plus en plus les fruits de nos fréquences. De nos fréquences, pas de nos fréquentations, de fréquences. Fréquentation, c'est comique. Hein. On pourrait penser effectivement que, voilà, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Tu aurais envie de dire quelque chose de particulier, peut-être à nos auditeurs, leur rappeler quelque chose ou un message en particulier qui t'inspire et que tu te dis que ça pourrait être une clé pour le bien-être? Ben, je pense que la base, c'est vraiment d'évoluer en apprenant à se connaître soi, en fait. C'est vraiment, je pense qu'on est là pour évoluer, de toute façon, dans ce monde. Ce monde ne sera jamais parfait. On est dans un changement de civilisation. On en fera partie ou pas. Mais en tout cas, on va aider à le mettre en place. Donc, si possible, le mieux possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle empreinte je laisse à ce monde. J'essaie d'en laisser le moins négatif possible, c'est-à-dire essayer d'être juste de passage sur cette planète en étant témoin et en même temps acteur du positif, sans me servir en fait sur cette planète. Mon but, c'est pas de prendre des choses pour moi. Et donc, pour ça, faut se connaître soi-même, il faut connaître quelles sont ses limites, quels sont ses besoins, qui on est. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'allais vers les autres, plus je voyageais, plus je faisais de rencontres, plus je me connaissais aussi moi-même. Parce que finalement, les autres sont le miroir de nous-mêmes. Ils vont nous apporter des choses qui vont nous instruire, mais ils vont aussi nous mettre face à notre réalité. Et on va apprendre à se connaître par le biais des gens. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de se mettre à l'écart de cette société, c'est un leurre en fait. On n'est pas là pour ça. On va s'y mettre de façon instinctive au départ, et ça c'est naturel, puisqu'il y a un trop-plein et on a besoin de préserver notre énergie. Mais dans tous les cas, on devra y revenir. Et on ne peut pas être dans le conflit, parce que le conflit n'est pas constructif. Quel conflit qu'il soit, que ce soit avec les autres, avec soi-même, on ne peut pas en fait. Il faut vraiment accueillir les choses comme elles viennent et garder le positif en fait. Voilà, c'est l'esprit du yin et du yang. Exactement. Filtré, oui, c'est ça. Exactement. On est des filtres en fait de ce monde. Et de toute façon, il n'y aura pas de personne parfaite, pas de société parfaite, il n'y aura pas de rencontre parfaite, mais il y aura toujours des rencontres bénéfiques, des échanges bénéfiques, et on est là pour ça. Et en fait, je suis passé de détester, entre guillemets, la société telle qu'elle est en train de devenir, à me dire, mais en fait, non, j'ai la chance de vivre ça, en fait, de vivre un basculement, de vivre et de participer à une évolution qui donnera ce qu'elle donnera, mais dans tous les cas, j'aurais amené ma pierre, en fait. C'est l'histoire de Pierre Rabhi avec le colibri, en fait. Voilà, j'amène ma part, et après, on en retiendra ce qu'on en veut, et je prends celle des autres, et ensemble, on va évoluer de toute façon. Si on pense qu'on va changer les choses seul, on se trompe, en fait. On va le faire tous ensemble avec nos capacités, voilà, comme les animaux, ont leurs propres capacités, et notre propre intellect, et on avance comme ça, en fait. Et voilà, si je peux apporter quelque chose aux autres, c'est leur dire, il y a jamais d'impasse, en fait. Il n'y a jamais de point de non-retour. Chaque porte qui se ferme, c'est une autre qui va s'ouvrir. Et on va ouvrir des portes. Et c'est pour ça que des fois, lorsqu'on me demande comment tu te vois dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux faire, ainsi de suite, j'ai des bribes d'idées, mais en fait, je ne veux pas être cantonné à des choses et me dire mais il faut absolument que j'aille vers ça, en fait. Je vais vers un chemin qui me semble juste, et si à un moment donné je dois prendre un chemin de traverse parce que autre chose va se présenter dont je sens la vibration bien plus intéressante, je vais le prendre, en fait. Et le but de la vie, c'est ça, et heureusement qu'on a ça, parce que si elle était toute tracée, qu'est-ce qu'elle serait triste, cette vie, quoi.
C'est On ça, c'est vivrait pas la que... destination l'important, c'est la trajectoire, c'est ce que tu vas en faire. Alors moi, j'aurais envie quand même de dire, quand tu dis que rien n'est parfait, moi je dirais justement que du contraire, je crois que tout est parfait. Et que au final, même si on croit à notre perception que c'est pas parfait, parce que ça réveille chez nous justement des envies de changement ou des envies de nous remettre à flot, au final, toute expérience qu'on croit parfaite ou qu'on croit injuste ou qu'on croit pas chouette ou pas bienveillante, etc., en fait, est un cadeau, parfois mal emballé. C'est souvent des cadeaux mal emballés, mais tout arrive pour une raison qui, pour moi, est j'apprends ou je gagne. Donc, je ne perds jamais parce que j'apprends ou je gagne. Donc, c'est la nuance, hein, je veux dire, c'est l'idée de me dire, Nelson Mandela qui avait dit ça. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'en fait, au départ, on aura envie de dire ah oui, on s'est séparés, ça n'a pas été facile, on a perdu un être cher, ça n'a pas été facile. Mais si tu n'avais pas perdu ton grand-père ou si tu n'avais pas eu ton accident, tu ne te serais jamais remis en question. Et c'est ça qui est riche, quoi, en fait, au final. C'est que de nos vies, si on regarde dans le rétroviseur, on peut tous se dire, quand je vois d'où je viens et ce que je suis devenue, on devrait le faire plus souvent d'ailleurs. Je pense que même là, ils le disent les sages, hein, c'est souvent, on ne va pas aller suffisamment regarder dans le rétroviseur en se disant, mais oh mon Dieu, mais t'as vu ton parcours là? Mais félicite-toi, il faut se congratuler de temps en temps. C'est pas se caresser dans le sens du poil, mais être conscient avec humilité de ses qualités, de ses défauts et du chemin parcouru. Parce qu'on est parfois très, très négatif avec soi-même. On est tellement dur avec nous-mêmes quand tu penses. Hein, on est beaucoup plus sévère, on se flagelle ah oui, mais j'ai pas fait ça, je suis pas assez bien, je n'ai pas été une bonne mère, je n'ai pas été une bonne femme. Enfin bon, et puis au final, mais non, tout est juste, et tout devait arriver à ce moment-là, dans ce timing-là, parce que quand tu as choisi, c'était le juste timing. Pourquoi dire que c'était pas bon? Non, tu as rencontré peut-être 10 personnes avant de rencontrer la bonne, on s'en fout au final, parce que tu as abouti à quoi? Tu es la personne que tu es grâce à ça, et tu as rencontré la personne que tu vas rencontrer au final, grâce à ça, parce qu'on a chacun cheminé de notre côté, en ayant nos expériences, nos claques dans la figure, nos douleurs. Et c'est ce que tu nous prouves, parce que, ben, regarde, je veux dire, on est en constante évolution au final. C'est ça, tu as sorti une phrase très juste que j'allais te dire, c'est tout est juste en fait. Ouais. Tout est juste. De toute façon, il faut considérer que rien d'autre ne pouvait arriver en fait. C'est comme ça. De toute façon, tout arrive à un moment ou à un autre. On voit bien, même dans une séparation, même si on essaie de l'éviter, qu'on prend d'autres chemins, on essaie entre guillemets de faire des efforts. De toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. On fait que se voiler la face en fait. Et parce que ben voilà, hein, c'est notre esprit qui est comme ça. On a tendance à ne pas voir les choses, à se voiler la face, mais c'est la réalité, elle est tout autre en fait. Donc il faut accepter, ben, comme on disait, de se remettre en question et de se dire qu'à tout moment, on peut revoir la vie différemment, on peut revoir les choses. Et c'est pas un mal, c'est pas pour ça qu'on est des girouettes ou je ne sais quoi. C'est juste qu'on s'adapte, on doit s'adapter de toute façon à un monde changeant. Il n'y a rien de pire que de rester stoïque face à un monde en perpétuelle évolution. Et sur les dernières décennies, il avance à une vitesse encore jamais vue dans l'histoire. Et si on descend pas du train pour faire une pause, on va s'écraser avec lui. Hein. Il faut vraiment, par moment, il ne faut pas avoir honte à se dire bah, je me mets à l'écart de ma vie et j'observe. Et qui je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça vibre avec ce que je ressens? Sinon, ben voilà, hein, ça me fait penser à la personne qui va chez le psy, qui lui raconte tous ses problèmes et qui lui dit ben, qu'est-ce que je dois prendre? Et le psy lui dit une décision. C'est exactement ça en fait. La vie, elle est faite de décisions. Donc à un moment donné, quand ça ne correspond plus, il ne faut pas avoir honte à se dire bah, je prends un autre chemin. Et ne pas rester dans le jugement des autres, dans le regard des autres, parce que tout le monde aura un avis de toute façon. Ça, malheureusement, c'est comme ça. On est très fort pour juger la vie des autres, mais on a un peu plus de mal à faire notre introspection. Et lorsqu'on est sur ce chemin, derrière, on est libéré de tous les jugements, de tous les avis, et on peut avancer librement en conscience avec soi-même, en fait. Et c'est vraiment l'objectif de cette vie, c'est à se libérer des jugements, à se libérer du conditionnement, en fait. Et je pense que soit on y arrive de façon un peu violente, comme je l'ai vécu à un moment de ma vie, et après le reste, c'est moi qui l'ai décidé,
soit on peut prendre la décision par soi-même. Il n'y a pas une solution. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai vraiment voulu explorer toutes les facettes en fait de ces changements pour bien montrer que la vie, elle est belle dans tous les cas en fait. On peut dire ce qu'on en veut, et oui, il y a des guerres, oui, il y a des conflits, oui, il y a des choses qui vont pas, il y a des maladies, ainsi de suite. Mais il y a aussi des choses qui vont bien. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas assez. Donc, plutôt que de parler sans cesse du négatif, c'est pour ça que j'ai arrêté la télé, c'est pour ça que j'ai arrêté la radio, ainsi de suite, parce que je ne voulais plus me nourrir que du négatif. Eh ben, il faut aller vers les gens, justement, qui vont nous apporter des choses positives. Et on se rend compte que la vie, elle est super riche et on n'aura pas assez d'une vie pour tout expérimenter, pour tout apprendre, heureusement d'ailleurs. Mais en fait, moi, quand j'entends des gens qui me disent « je m'ennuie », je ne sais pas comment ils font. Moi, je veux bien leur racheter une partie de leur temps parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses à explorer. Et elle est tellement belle, cette vie, que il faut la vivre tout simplement, en fait. Et essayer le moins possible de se faire happer par ses pensées. Donc, il y a une belle image dans le bouddhisme où on dit que les pensées, de toute façon, on en a des milliers tous les jours, on ne peut pas les empêcher de passer. Mais par contre, on n'est pas obligé de les garder. Donc, c'est comme un nuage, il faut les regarder passer, mais surtout pas les retenir, en fait. Juste les observer et se dire qu'est-ce que j'en ai tiré de ça. Et au moins, on avance comme ça. Donc, ça paraît facile comme ça, ou au contraire, les gens qui n'y arrivent pas vont dire c'est très difficile. On va avoir les deux côtés, mais dans tous les cas, ça ne se fait pas comme ça, c'est un entraînement. Oui, tout à fait. Et dans tous les cas, on se fait tous avoir. Hein. On ne peut pas être H24 calé, carré, droit, équilibré. Après, le plus important, c'est de savoir à quel moment on commence à dévier et se dire, voilà, je suis en train de partir, il faut que je laisse tomber ça, je reviens et je pars sur autre chose. Et en fait, je pense que vraiment, un des buts de la vie, c'est de trouver ça, en fait. De trouver cet équilibre pour justement ne pas se laisser happer par le négatif et à l'inverse, ne pas partir trop dans les émotions très fortes qui, lorsqu'elles s'arrêtent, puisque c'est la loi de l'impermanence de la vie, nous font retomber. Donc il faut toujours essayer de garder cet équilibre qui n'est pas forcément austère, il ne faut pas croire, c'est vraiment un état d'esprit qu'on développe et cultive tous les jours en fait. Écoute Mickaël, voilà, je te remercie. Je te remercie pour ce beau témoignage. J'espère qu'on aura l'occasion, que les auditeurs auront l'occasion de lire ton bouquin, de s'inspirer en tout cas de ton exemple, parce que malgré tout, nous sommes toujours les maîtres de quelqu'un d'autre, on l'a dit. On amène notre expérience au collectif et à la conscience collective, donc c'est le but du jeu. Donc par son expérience à soi, nous nourrissons l'expérience collective. Un tout grand merci, Mickaël. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Puis merci aux personnes qui auront regardé cette vidéo. Merci. À très vite.